Voilà. Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a déjà fait la gestion de projet, qui a des notions en gestion de projet? Allez-y, monsieur Alassane. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, 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 je vous entends bien. Bah, ok. D'accord, j'ai eu à faire des formations en ligne sur la gestion de projet. Mhm, J'ai eu aussi à lire quelques documents aussi sur la gestion de projet. Donc, pour moi, ce que j'ai compris, la gestion de projet a quatre caractéristiques. D'abord, elle a un but à atteindre, c'est-à-dire un livrable. Elle se mhm, fait par étapes. Voilà. Et il y a une planification et il y a un temps donné pour le projet. Voilà un peu ce que j'ai retenu. Après ça, dans les détails, on parle de diagramme de grand. Tout ça là, bon, ce sont des thèmes techniques que je ne maîtrise pas encore. C'est pourquoi je me mhm. suis inscrit par rapport à la formation. Parfait, Merci. parfait, c'est excellent. Monsieur Clovy, vous avez commencé à parler. Oui, bonsoir et bonsoir Monsieur Alassane qui nous a rejoint. Bonsoir. Et moi particulièrement, je suis un bleu dans la gestion de projet. Je n'ai pas encore fait de formation là-dessus. Et Mhm, c'est ça qui me motive davantage à connaître. Parce que les projets sont souvent montés et puis je suis parmi les exécutants mhm. sans savoir effectivement comment ça a été fait et tout ça. Donc, ça m'a intéressé ce cours pour pouvoir davantage comprendre ce qui se passe en amont. Voilà, donc je suis vraiment tout bleu dans la gestion de projet. Parfait, c'est excellent. On va essayer de voir, de voir comment nous pouvons répondre à votre besoin, tout en étant à la fin de cette formation que vous serez capable de gérer un projet vous-même, sans pour autant faire appel à quelqu'un d'autre. Monsieur Franck, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Euh, Bonjour, bonsoir, monsieur Hassan, et bonne arrivée à vous. Moi également, j'ai une notion en gestion de projet. J'ai une notion en gestion de projet. C'est vraiment pour la maîtrise du MS Project que je me suis inscrit à la formation. Donc, de planification qui est le MS Project en fait. C'est vraiment ça le but de mon inscription. Merci. Parfait. Ok, donc on va donc commencer par une petite théorie, comme je l'ai dit. Cette théorie, c'est juste pour vous permettre de connaître quelques notions en gestion de projet. Mais la formation, elle est 100% pratique. Ça va nous permettre, on va travailler sur Excel et en même temps sur MS Project. Sur Excel, nous allons travailler sur Excel pour essayer de faire, euh, pour essayer de faire la budgétisation, les hypothèses en quelque sorte, mais également essayer de faire la quantification sur Excel. Et ensuite, nous allons maintenant traiter ces cas pratiques-là sur MS Project. Une fois sur MS Project, nous allons traiter deux cas. Le premier cas sera dans le domaine communautaire, que nous allons traiter ensemble. Le deuxième cas également, nous allons traiter un cas du domaine du BTP Génie civil. Et à la fin, vous aurez également un TP que vous allez vous-même préparer. Et afin de corriger, nous allons corriger ça ensemble. Quelqu'un d'entre vous partagera son écran. Et là, on va le corriger ensemble. Et ce dernier cas sera considéré comme étant l'examen final. Donc, ce qui veut dire que à la fin de cette formation, vous allez traiter vous-même votre projet. Et ce projet, vous allez nous envoyer et nous allons le corriger ensemble encore pour vous permettre d'avoir la main. Maintenant, permettez-moi de partager mon écran pour y aller. Je suis désolé, hein, je suis un peu arrivé aujourd'hui. Voilà.
Nous allons commencer sur la gestion de projet. Encore une fois, je répète, la formation, elle est interactive, hein. La formation, elle est interactive. Une fois que je suis également en mode diaporama, je ne pourrai pas voir si vous avez levé vos mains ou pas. Donc, si vous avez quelque chose à dire, n'attendez pas à ce que je vous demande de parler. Essayez d'ouvrir votre micro et intervenir. Parce que là, quand je suis en mode diaporama, je ne pourrai pas voir ceux qui ont levé leur main ou pas. Voilà. Et qui peut me donner une définition de la gestion de projet? Je pense que M. Alassane, il a donné la définition de la gestion de projet. Comme il a si bien dit, la gestion de projet, c'est l'ensemble des activités, effectivement, qui visent à organiser le bon déroulement. Dans la gestion de projet, on parle de temps, c'est-à-dire de la durée, mais également de l'objectif que nous devons atteindre en fonction de ce que nous devons atteindre en fonction de l'objectif que nous sommes fixés en amont. Donc en résumé, pour la gestion de projet, il va falloir que l'on fasse focus sur le temps, mais également sur l'atteinte de notre objectif. Et après, comment se fait l'organisation d'un projet? L'organisation d'un projet doit se faire en 5 phases. Pour d'autres, ils vont le faire en 6 phases. Mais nous avons essayé de faire en 5 phases. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons regroupé des parties pour que ça nous donne 5 phases en réalité. Et quelles sont ces 5 étapes de l'organisation de la gestion de projet? C'est d'abord l'initiation. L'initiation, dans cette étape, nous allons regrouper les détails de notre projet, c'est-à-dire tout ce que nous voulons réaliser. Et avant ça, d'abord, il doit y avoir une étude au préalable, une étude sur le terrain, et qui a un rapport également avec notre projet. Qu'est-ce que nous voulons réaliser? Donc, dans cette initiative-là, nous devons regrouper ces détails-là pour pouvoir dépasser cette étape-là. Et après, il y a ce qu'on appelle la planification d'un projet. Et pour la planification du projet, excusez-moi, voilà, excusez-moi. Je disais que pour la planification d'un projet, nous allons essayer d'organiser les tâches que nous allons réaliser également sur une période donnée. Généralement, sur la planification, on le fait sur MS Project. Nous allons planifier les tâches. Les tâches seront planifiées sur MS Project. C'est un travail très pratique qui doit se faire sur MS Project. Ça, c'est des explications qui vous permettent quand même d'avoir certaines notions avant de commencer la pratique sur MS Project. Et une fois que nous avons fait la planification, nous allons ensuite faire l'exécution du projet qui va nous permettre d'appliquer les tâches, certaines tâches qui ont été énumérées lors de la planification. Donc là, pour pouvoir exécuter, il va falloir d'abord faire une planification en amont. Parce que c'est cette planification-là que vous allez, les tâches que vous avez planifiées, c'est ces mêmes tâches-là que vous allez essayer de les exécuter au niveau de l'exécution. Et ça va vous permettre également de passer à ce qu'on appelle l'étape de suivi et contrôle. Et cette partie également, nous allons essayer de, au niveau du suivi et contrôle, nous allons essayer de faire focus également sur le budget. Ça va nous permettre de commencer ce qu'on appelle l'évaluation de notre projet. Ça va nous permettre de faire l'analyse des risques de notre projet, mais également de faire des reporting et le contrôle du budget et autres. Du moment qu'on a fait le suivi et le contrôle, nous pouvons maintenant passer à ce qu'on appelle le reporting du projet. Si nécessairement d'avoir directement le rapport. Du moment que vous avez fait l'exécution et que vous êtes arrivé au niveau du suivi et contrôle, vous pouvez maintenant passer à ce qu'on appelle le reporting. Vous pouvez également faire la visualisation de votre projet au niveau de MS Project. Parce que vos données sont disponibles. Vous avez fait le suivi et contrôle de votre projet. L'exécution a été faite du moins et les données sont disponibles.
ces mêmes données qui sont au niveau de mes projets, vous allez prendre ces mêmes données-là et les exporter au niveau d'Excel et faire la visualisation. Ou bien au niveau de mes projets également, vous pouvez partir au niveau des rapports, voir la visualisation de vos données. D'où la nécessité de raison pour laquelle d'autres disent que avec MS Project, il est même possible de faire le suivi et évaluation, mais également la visualisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, les visuels que MS Project propose sont des visuels très impeccables. C'est vrai qu'on peut utiliser également ces mêmes données et les exporter sur Excel, faire la visualisation. Mais si vous avez la notion, si vous avez bien compris la maîtrise de MS Project, vous n'avez même pas besoin quand même d'aller sur Excel pour essayer de faire certains travail. Parce que là, l'MS Project, c'est l'outil complet qui vous permet de faire la visualisation, qui vous permet de faire le suivi et le contrôle de votre projet, qui vous permet également d'avoir un rapport qui sera envoyé au comité managérial. Et enfin, nous allons faire ce qu'on appelle la fin du projet, qui va nous permettre cette fois-ci de faire la revue des tâches. Et enfin, nous allons faire la célébration et l'ouverture de notre projet si il y a un autre projet à lancer. Et ensuite, nous allons passer sur l'élaboration du projet. Comment se fait l'élaboration du projet? Dans notre cas, nous allons faire l'élaboration du projet en 10 points, en 10 parties. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'objectif du projet et le livrable. On le dit souvent, avant de se lancer dans la création d'un projet, il va falloir d'abord qu'on essaie de trouver l'objectif de notre projet. Pourquoi on veut se lancer? On ne peut pas se lancer dans la création d'un projet par tout simplement l'autre s'est lancé. On ne peut pas se lancer dans la création d'un projet parce que tout simplement mon ami il est là-bas, il gagne bien, donc moi aussi je vais me lancer. Ça ne se passe pas comme ça. On se lance dans la création d'un projet parce que tout simplement il y a un problème quelque part. Désolé. Voilà. On se lance dans la création d'un projet parce qu'il y a une faille quelque part. Et c'est cette faille-là que nous voulons essayer de combler. Nous voulons trouver une solution par rapport à cette faille-là. Et pour ça, il va falloir que l'on fasse des recherches. Et quels sont les livrables également? Quelles sont les personnes intéressées pour ce projet-là? Nous avons trouvé déjà le problème qui nous motive à lancer notre projet. Maintenant, si on trouve le problème là, ce projet-là, quelles sont les personnes qui sont concernées? Nous avons eu connaissance du problème, des livrables. Nous allons maintenant mettre en place ce qu'on appelle les hypothèses. Au niveau des hypothèses, il peut y avoir également des recrutements, il peut y avoir la budgétisation, il peut y avoir les étapes suivantes peuvent continuer au niveau de la mise en place des hypothèses. Et c'est cette mise en place des hypothèses que nous allons essayer de faire au niveau une fois sur Excel. Nous allons essayer de faire la mise en place de ces hypothèses-là, d'essayer de trouver les objectifs et les livrables, mais également essayer de mettre en place ce qu'on appelle les livrables. Nous allons faire le recrutement, c'est-à-dire des profils potentiels, des profils compétents ou qui répondent à l'appel d'offres. Nous allons également faire l'identification de ces potentiels sources de risque du projet, qui fera l'objet de la quantification d'ailleurs. Du moment qu'on fera l'identification des potentiels sources de risque, c'est là-bas que nous allons également faire la quantification de ce projet-là. Et c'est là-bas également que nous allons comprendre est-ce qu'en réalité le projet que nous sommes en train de lancer, est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que le projet est rentable? Si le projet est rentable, on peut y aller. On peut avoir un objectif, comprendre les livrables, mettre en place des hypothèses. Mais si la quantification n'est pas bonne, ou bien dans la quantification, on trouve que le projet n'est pas rentable, on ne peut pas lancer le projet. Tout dépendra de la quantification. Est-ce que, après la quantification, le résultat qu'on a obtenu, ça va nous permettre de lancer notre projet? Si oui, on va le lancer. Sinon, on sera obligé encore d'étudier, de réétudier le projet, de voir en réalité qu'est-ce qui manque, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on doit réajuster, quelle est la partie que l'on doit revoir. Ce sont ces interrogations-là qui vont vous permettre de parfaire votre projet. Après avoir trouvé ou bien dépassé cette partie-là,
Vous allez maintenant faire ce qu'on appelle la mise en place d'un calendrier du projet. Vous savez maintenant que votre projet n'a aucun risque. Vous pouvez lancer votre projet, certes, même s'il y a des risques, mais les risques ne sont pas nombreux. Donc, vous pouvez maintenant lancer votre projet, le calendrier de votre projet, ensuite faire l'élaboration du budget. Nous allons travailler sur la budgétisation. Et cette partie également, permettez-moi de vous dire que la budgétisation d'un projet, vous devez la maîtriser. Le gestionnaire de projet doit forcément maîtriser l'élaboration du budget. Si vous n'avez pas la maîtrise de l'élaboration du budget, vous avez des sérieux problèmes. Parce que le travail ne sera pas bien fait. Et si la budgétisation n'a pas été bien faite, ce qui veut dire que le projet même risque d'avoir un problème. Vous qui avez fait la budgétisation, vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. Peut-être que vous allez allouer une somme à un département qui ne devrait pas être. Ou bien, de toutes les façons, il faut essayer de maîtriser cette partie-là. Sinon, soit un département va manquer, le fond d'un département ne va pas suffire, ou bien certains vont, je ne sais pas comment je vais dire encore, certains auront du moins un excellent surtout pas. Donc, ce qui veut dire que vous devez maîtriser cette partie de la gestion de projet. Au niveau de la réunion de démarrage également, dans la réunion de démarrage, nous allons également s'asseoir en tant que leader de ce projet-là, ou bien en tant que responsable de ce projet-là, y compris les différents départements. Parce que là, il faut savoir aussi que dans un projet, il va y avoir différents départements. On peut avoir le département peut-être de la communication, le département comment je vais dire encore, département santé, département. Il peut y avoir ces différents départements-là. Et nous allons donc s'asseoir entre responsables et voir en réalité tout ce que nous avons étudié en amont et voir si en réalité, je vais m'excuser, il y a un peu de bruit. Les enfants sont à côté, quoi. Voilà. Je disais que au niveau de la réunion de démarrage, entre directeurs, nous allons essayer de s'asseoir, de discuter, de revoir le travail qui a été fait. Du moment qu'on a décidé sur ces choses-là et qu'on a vu en réalité, on a revu le travail qui a été fait, et qu'on est rassuré également de ce qui a été fait, nous pouvons maintenant mettre en place ce qu'on appelle les tâches du projet. Et ces tâches-là également que nous allons renvoyer sur MS Project pour faire la planification, le suivi et le contrôle. Après avoir énuméré les tâches, nous allons maintenant faire l'approbation du plan de projet, qui peut se faire avec des sponsoring ou bien la télévision. Et ensuite, nous allons faire ce qu'on appelle l'exécution des plans. Monsieur Touré, Allez-y. et si vous pouvez m'excuser, en fait, au niveau du troisième point, le recrutement, là, je n'ai pas Ouais. bien compris cette partie-là. Les autres, là, c'est bon, mais au niveau du recrutement, je ne vous ai pas bien suivi. Ok. Donnez-moi d'abord une minute, j'ai reçu un appel là. Oui, sorry. Oui, alhamdulillah. Il faut ngole tala quoi. Attendez. Il faut il tala pon ko tala. Taka je ko digi di hadin kala ko bala pon assurance le. Ni dele me ko le ko mo ko ngala mo. Pon assurance ha. Pon assurance pon. Ilo ngata me lo ngata. Voilà. C'était qui? C'est Clovis ou bien Franck? C'est Franck. Franck, Oui, ouais. c'est Franck.
Voilà. Au niveau du recrutement, ici, le recrutement, nous allons essayer de lancer d'abord, comment dire, ce qu'on appelle des offres d'emploi. En fait, pour lancer un projet, bon, si c'est un projet qui est individuel, bon, on veut lancer nous-mêmes un projet, là, on n'a pas besoin quand même de faire un recrutement. Mais si vous voulez lancer un projet dont vous avez besoin également des main-d'œuvre, vous devez lancer le recrutement pour recruter des personnes qualifiées pour ces postes-là. C'est ça qui sort quoi. Mais si le projet ne nécessite pas, bon, au début, si le projet ne nécessite pas de recrutement, et que vous pouvez faire vous-même les tâches, donc vous allez faire les tâches sans pour autant lancer comment dire, les offres d'emploi. Mais si, comme je l'ai dit, si ça nécessite en réalité parce qu'il y a de ces projets-là, bon, il y a de ces projets-là, comme des projets, par exemple, je donne un exemple, un bailleur vient au Sénégal et dit que je veux lancer un projet soit dans l'éducation ou bien le genre. Et dans ce cas, il va falloir d'abord qu'on essaie bon, si on passe ces étapes-là et qu'on arrive au niveau du recrutement, il va falloir qu'on lance une offre d'emploi. Et ces offres d'emploi également, nous allons essayer de faire nous allons essayer de prendre les personnes qualifiées pour les postes. Et c'est après ça que nous allons que nous allons essayer de faire l'identification des choses juridiques et consorts. Du moment qu'on n'a pas fait de recrutement, on pourra pas avoir des chefs de département et on ne pourra pas également voir quels sont ceux qui doivent s'occuper de telle ou telle tâche. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. Merci beaucoup, c'est bon, ça me va. Merci. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main aussi. Qui a levé sa main? Allez-y. C'est D'accord. monsieur. Moi, oui, c'est Alassane. Ma préoccupation se situe au niveau de l'identification d'un potentiel source de risque de projet. Pour moi, avec vos explications de tout de suite, je pense que cette partie-là doit venir avant le recrutement. Parce que je me dis que si on recrute des personnes et qu'après on constate qu'il y a des risques, automatiquement, peut-être on sera obligé de les licencier En effet. dans le projet. Or, si on a déjà identifié les risques du projet, c'est qu'on est sûr maintenant qu'on peut lancer le projet. Donc, on peut recruter des personnes qui sont vraiment des personnes qui sont aptes à pouvoir faire le travail. Mais si on recrute et qu'après on analyse, on voit que non, il y a des risques ou bien il y a vu les situations. Donc, pour moi, on sera obligé de licencier ou bien de laisser le projet. Voilà, c'est mon point de vue. Si vous pouvez m'aider à mieux comprendre. Ok, parfait. En fait, au niveau de l'identification des potentiels subjectifs, pour ça, il va falloir d'abord que l'on... Bon, si on travaille qui doit se faire d'abord, qui peut se faire avec, comme manager de projet pour le faire lui-même. Parce que là, c'est son travail. Il a les compétences pour essayer pour faire la quantification lui-même. Mais n'empêche aussi, s'il fait appel aux différents départements pour travailler de façon collective, ça va aussi, pour ça, il va falloir que l'on fasse d'abord le recrutement de ces personnes-là. Même si on ne va pas recruter tous les personnels du projet, mais on aura besoin de quelques responsables, comme étant le département, les chefs de département et consorts. Maintenant, du moment qu'on le fasse, qu'on le termine avec le recrutement des chefs de département, ces personnes-là sont considérées maintenant comme étant des responsables, comme étant des leaders. Même s'ils ne sont pas des personnes qui dirigent le projet. Parce que déjà, le projet a déjà un leader. Le leader n'est rien d'autre que le manager du projet. C'est la personne-là qui dirige le projet. Maintenant, ces gens-là sont venus pour être impliqués dans l'exécution des tâches. Maintenant, dans cette implication-là, ils doivent être également au courant de ce qui se passe dans ce projet-là. Parce que là, on ne peut pas recruter un chef de département pour dire que non, tu vas directement te charger tu seras directement, ton travail sera directement de mener ou de diriger tes équipes. C'est vrai, c'est l'une des tâches. Mais la personne doit également être impliquée dans l'exécution du projet. C'est vrai qu'on pouvait amener l'identification avant le recrutement. Mais si on amène l'identification après le recrutement, ces personnes ne seront pas impliquées dans le projet.
alors que ce sont des personnes qui sont également des personnes qui sont considérées comme des responsables. Tous les personnes ne seront pas impliquées dans certaines tâches. Il y a de ces personnes-là, maintenant les équipes, les autres personnes sont considérées seulement comme étant des employés, oui, ce sont des employés, c'est tous des employés, mais ils n'ont pas des postes de responsabilité. Ils sont là pour essayer comment d'exécuter des tâches, des ordres qu'on leur donne. Maintenant, ici, pour le chef de département, ces gens-là doivent être impliqués. Ces gens-là doivent également donner leurs avis. Parce on les a appelés pour parce que tout simplement on a confiance en eux. On les a appelés pour tout simplement d'après les dossiers qu'on a reçus, on sous-entend que ce sont des personnes qui ont également des notions dans ce domaine-là. Et pour ça, nous voulons travailler ensemble, voir en réalité, est-ce que ce projet que nous sommes en train de lancer, est-ce que ce projet en réalité n'a aucun risque? Est-ce que ce projet que nous sommes en train de lancer, ce projet, bon, moi j'ai fait mes analyses moi-même en solo, j'ai fait mes analyses, j'ai trouvé que le projet est rentable. Mais est-ce qu'en réalité, ma pensée, est-ce qu'en réalité, si le fait de façon collective, est-ce que ça ne va pas changer? C'est pour cette raison que j'ai amené l'identification avant le recrutement. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je répète encore, c'est très interactif. Hein. Si vous voyez également que, voilà, selon vous, c'est pas toujours clair, n'hésitez pas d'intervenir. Ok, j'ai écouté. Donc, si je comprends bien, ça veut dire le recrutement ici, ça va nous permettre de pouvoir avoir des personnes de ressources qui sont susceptibles de nous aider dans l'évaluation des risques du projet. Par exemple, ça peut être des consultants, par exemple, qu'on peut recruter, qui vont nous aider peut-être au niveau si je comprends bien, ça peut passer par là. En effet. D'accord, merci. Je comprends mieux. D'accord. Autre question? Autre question? Ok. Nous allons donc continuer. Nous allons maintenant continuer sur le rôle de manager. Selon vous, quel est le rôle de manager de projet? Quel est le rôle de manager de projet, de gestionnaire de projet? Allez-y. Pour moi, le manager de projet doit veiller à l'accomplissement des tâches qui ont été dégagées durant l'élaboration du projet. Parfait. Qui d'autre? Qui d'autre? Bon. En plus de ce que M. Alassane a dit, c'est qu'il doit pouvoir coordonner également toutes les activités. Il doit veiller aussi au bon déroulement. Mais comme on a dit aussi, il doit impulser la vision même de l'équipe du projet afin de mener à bien toutes les activités et la réussite du projet aussi. En effet. C'est parfait comme réponse que vous avez donnée. En effet, c'est ça. C'est ça le rôle de manager de projet. C'est la personne qui organise, c'est la personne qui conduit le projet. C'est également la personne qui assume la responsabilité. C'est-à-dire, c'est cette personne, quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, elle assume. Pour qu'à partir de ce moment, c'est le leader. Pour qu'à partir de ce moment, c'est lui qui gère. Ce sont ses équipes. Quelque chose arrive à l'un des membres, il assume cette responsabilité. C'est lui le manager. Maintenant, il faut régler ce problème-là entre lui dans l'entreprise, entre lui et ce dernier. Mais du moment que le problème se trouve à l'extérieur, quelle que soit la situation, le manager de projet essaie de faire en sorte de mettre, de protéger ses membres, ses équipes. Il organise, il conduit, il assume la responsabilité des différentes phases. Mais également,
bon, en ce qui concerne également de l'organisation ou bien comment dirais-je, d'assumer la responsabilité des différentes tâches. Après ça également, c'est la personne, c'est cette même personne qui, comment je vais le dire encore, comment dire, qui conduit également l'équipe, la tradition des besoins des utilisateurs, jusqu'à ce que l'on arrive à l'exécution des tâches ou bien à la fin du projet. Il doit être un leader comment dirais, qui peut également confier des tâches. Il doit être un leader qui doit impliquer ses membres, un leader qui doit motiver son équipe, un leader qui doit être proche de ces éléments. Parce que s'il n'y a pas de communication entre vous et votre équipe en tant que leader, c'est que vous ne pouvez pas y aller ensemble. La première force d'un leader, c'est la communication. La première force de manager de projet, c'est la communication. Et d'ailleurs, la communication, on a besoin de ça partout. Vous devez être un bon communicant pour réussir à exécuter vos différentes tâches. Et après ça, nous allons maintenant voir les compétences de manager de projet, dont je n'ai pas tout cité, mais quand même, j'ai donné quelques compétences de manager de projet dans le cadre de cette formation-là. Peut-être qu'il y en aura également d'autres. C'est juste que c'est, comme je l'ai dit, ce support, c'est juste pour vous donner quelques notions sur la gestion de projet. Et après, nous allons passer directement au niveau de la pratique pour pouvoir maîtriser ces outils-là. Maintenant, comme compétence, le manager de projet doit avoir un bon niveau sur Excel. C'est demandé partout d'ailleurs d'avoir un bon niveau sur Excel. Vous devez avoir un bon niveau sur Excel pour faire la conception des outils de contrôle. Vous devez également avoir avoir la maîtrise d'un ou plusieurs logiciels. Et vous devez également avoir un bon sens de leadership. Et enfin, vous devez avoir une connaissance avancée en gestion de projet. Comme M. Alassane, lors de sa présentation, il dit qu'il a suivi des formations en gestion de projet, mais également il a lu les bouquins. Effectivement, c'est ce qu'on demande. Si vous voulez être un bon gestionnaire de projet ou un bon manager de projet, vous devez avoir l'habitude de lire. Lisez des bouquins, faites des recherches sur la gestion de projet. Lisez souvent des bouquins. Il y a des formations gratuites également qui se trouvent dans certaines plateformes qui vous donnent des formations gratuites, même si dans certains logiciels, la maîtrise des MS Project n'est pas inclue, mais la théorie est là, vous pouvez l'avoir. Et cette théorie également pour vous permettre d'avoir des notions sur MS Project. Cette théorie combinée de la pratique va vous permettre d'être un expert dans ce domaine. Est-ce que jusqu'à là c'est bon? Super, j'ai une préoccupation. Allez-y. Voilà. Au niveau de la maîtrise d'un ou plusieurs logiciels de gestion de projet, à part Excel et puis MS Project, quels sont les logiciels de gestion de projet qui sont susceptibles de nous aider dans notre parcours? Il y a Trétéo, il y a Trétéo, il y a StudioGam, il y a plusieurs logiciels là, si je peux le dire. Mais après, je vais vous balancer le nom de ce logiciel-là. Mais seulement, elles sont payantes quoi faire. Ils sont payantes de moins. D'accord. Mais après, je vais vous envoyer les noms et vous pouvez également. D'accord, il n'y a pas de souci, merci. Ouais, disons. D'autres questions? Autre question? Bon, s'il n'y a pas de questions, maintenant, on va partir au niveau des cas pratiques. Bon, en tout cas, en ce qui concerne les logiciels, vous pouvez avoir plusieurs logiciels, comme je l'ai dit. Il y a des open, comment je vais le dire encore? Il y a des logiciels Treo, il y a des logiciels ClickUp, je pense, il y a des Monday.com, ce sont des logiciels également qui sont. Bon,
disons, certains sont en ligne, quoi, en fait. Et il y a des mêmes notions vous permettent, bon, je pense que vous connaissez Notion. Notion vous permet également de faire, d'appliquer la gestion de projet, quoi. Vous avez également le Scrum qui vous permet de faire de la gestion de projet, si je ne me trompe pas. Et Taiga également sont des open source, quoi. Taiga même, comment dire, c'est un logiciel qui est libre, quoi, en fait. C'est pas payant. Ça vous permet de faire, d'appliquer la gestion de projet et l'agile également. Gestion de projet agile. Ça vous permet de faire ça. C'est un logiciel open source. Il y a également Google Workspace également, je pense bien, qui vous permet de faire la gestion de projet, tout comme le Slack. Le Slack, je l'ai utilisé dans le cadre de lorsque j'étais dans Ultraprice. C'est une organisation internationale qui vous donne ces logiciels de façon gratuite, quoi. Mais après votre mandat, vous n'aurez plus accès au logiciel. Moi, je l'ai utilisé là-bas. C'est un logiciel très pertinent également. Du côté de la communication et la coordination d'équipe, c'est très pertinent. Il y a Airtable également qui vous permet de faire. Ouais. En tout cas, je vais vous envoyer ce logiciel qui vous permet de faire ce travail, Inch'Allah. S'il n'y a pas de D'accord, merci questions, beaucoup. on va essayer de passer au cas pratique. Voilà. J'ai une question. Allez-y. Oui, c'est vrai que j'ai dit je suis vraiment un bleu Mhm. dans ces notions-là. Et puis j'entends parler des logiciels. Mhm. Excel, je connais. MS Project, là, est-ce que c'est un logiciel que nous allons chercher ou bien vous allez nous donner ça pour installation? Je ne sais pas trop. Non. En fait, c'est gratuit, quoi. Je sais pas si on avait discuté, vous et moi, avant de s'inscrire. Mais le logiciel, bon, dans le cadre de cette formation, le logiciel, c'est gratuit. Je le donne gratuitement. D'accord. Ouais, mais le logiciel, même, le logiciel, si c'était pas dans cette formation, le logiciel est payant, quoi. C'est pas open source. Mais dans le cadre de cette formation-là, le logiciel est gratuit. Vous allez avoir le logiciel et D'accord, ceux qui merci. ne peuvent pas installer, je vais vous aider à faire l'installation. D'accord. C'est bon. Ok, pas de souci. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire après la formation, on n'aura plus peut-être accès à la gratuité Non, non. En fait, du non. logiciel. Le logiciel que je vais vous donner, c'est la version craquée. Vous pouvez l'avoir à vie, quoi, en fait. À moins que vous désinstallez le logiciel Ah, pour prendre. Voilà. C'est la version craquée, quoi, en fait. d'accord, je vois, je comprends. C'est bon. D'accord. OK. Donc, maintenant, je vais vous présenter le cas pratique que nous allons traiter. Nous allons traiter. Il y a Chloé qui est parti. Ah, il est là. La perception de l'agriculture. Ah, voilà. Notre cas pratique est là. En fait, euh, nous allons travailler sur ce projet. Pour le domaine communautaire, ça sera le cas de vaccination à la COVID-19 dans la région d'Hambourg, au Sénégal. L'outil que nous allons utiliser s'appelle MS Project. La première étape de ce travail-là, c'est l'organisation du projet. On nous dit que dans le lancement de ce projet, vaccination COVID-19 pour tous, notre organisation internationale, notre ONG, Plan International, aurait reçu 300 000 dollars américains des différents partenaires, dont la Banque mondiale, le Plan national de développement, l'OMS, le gouvernement américain, mais également l'Union africaine. Maintenant, les contributions sont les suivantes. La contribution des différents partenaires se présente comme suit. Nous avons 80 000 francs, 80 000 dollars américains du moins pour l'Organisation mondiale de la santé, 70 000 dollars américains pour l'Union africaine, 60 000 pour les États-Unis, 50 000 pour le PNUD, 40 000 pour la Banque mondiale. Maintenant, nous avons ces montants en dollars.
Étant donné que nous sommes dans une zone de francs CFA, nous allons essayer, lorsqu'on sera sur MS Project, lors de du paramétrage, nous allons essayer de notifier à MS Project que nous ne travaillons pas en euros ni en dollars. Parce que la première fois que vous installez le logiciel, sans pour autant faire de paramétrage, au niveau de la devise, vous allez trouver que les montants sont en euros. Maintenant, c'est à vous de changer au niveau du paramétrage pour dire à MS Project que non, nous, on n'utilise pas des euros, mais nous, on utilise le dollar, le franc CFA du moins. Et pour ça, si vous utilisez le franc CFA et que vous utilisez maintenant les mêmes montants, c'est-à-dire 80 000, 70 000, 60 000, vous allez faire des erreurs. Donc, vous devez avoir un brouillon à part pour essayer d'abord de faire la conversion de ces montants-là avant de les exporter sur MS Project. Nous allons convertir le 80 000 en francs CFA, le 70 000 en francs CFA, et ainsi de suite, pour pouvoir maintenant faire le travail sur MS Project. Maintenant, on nous a donné des informations concernant cette maladie, c'est-à-dire l'évolution de la maladie. On nous a dit que l'effectif de la population dans la région est d'1 million d'habitants. On nous dit également que la population atteinte de la maladie est de 300 000 personnes, dont 10%, atteinte de 300 000 personnes, dont 10% des cas sont sous respirateur. On nous dit également que des cas contacts suivis sont de 250 000 personnes et que 10 000 personnes sont mortes. La situation des hôpitaux, la saturation totale. Il n'y a plus de place. On nous dit également que le rapport des experts, d'après le rapport des experts, la situation elle est alarmante. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous demande, en tant que manager de projet, d'élaborer un proposal du plan compte tenu de la situation, compte tenu de ce qu'on nous a donné. Nous sommes le manager de projet. Nous, ce qu'on a besoin, c'est seulement ces informations sur la première page. Seulement cette information-là. Du moment qu'on a cette information-là, nous avons maintenant toutes les informations concernant ce projet-là. Et tout ce qu'on nous demande dans le cadre de ce projet-là, nous devons être capables de répondre à ça. Et nous devons maintenant faire le travail comme il se doit. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de faire un proposal de plan. Mais pour ce plan-là, on nous dit qu'il y a plusieurs idées. La première, c'est de donner un nom à ce projet. Par rapport à ce qu'on nous a donné dans la première page, quel serait le nom du projet? Nous allons donner ça en tant que manager de projet. Nous avons donné le nom du projet. Et maintenant, on nous donne comme deuxième idée, quelle serait également la durée de notre projet par rapport à l'urgence. Donc, nous sommes le manager de projet. Nous devons faire en sorte de définir la durée en fonction de la situation des malades ou bien de la maladie ou bien de la maladie dans la région. Nous avons donné une durée. On nous donne également on nous demande également quel devrait être le durée de travail de la semaine. La durée de travail de la semaine, là vous pouvez toujours vous baser en fonction de les commandes de reste, 5 jours par semaine, c'est-à-dire 8 heures par jour, 40 heures par semaine. On peut toujours se baser sur ça pour définir ça. Nous avons connu maintenant la durée de travail dans la semaine, qui est de 40 heures. Maintenant, on nous demande, après avoir supposé la date de début et de fin du projet, quel est donc le nombre de jours fériés? La durée que nous avons donnée,
en tant que manager de projet, nous pouvons maintenant vérifier ou bien regarder le calendrier, voir dans cette période quels sont les jours fériés. Et si on trouve ces jours fériés, nous allons les noter quelque part. Et là maintenant, on nous demande également voilà. On nous donne également, on nous demande en disant que quelles sont les tâches qui seront liées à ce projet. Nous allons lister nous-mêmes les tâches de ce projet-là. Quelles sont les différentes tâches que nous avons besoin ici? Qu'est-ce qu'on a besoin comme tâche? Qu'est-ce qu'on a besoin comme sous-tâche? Est-ce que il y aura comme tâche que nous aurons besoin d'organisation, d'exécution, de vaccination, d'organisation et de plaidoyer? Ça dépend. Nous allons nous-mêmes donner les tâches de ce projet-là, qui va nous permettre, c'est ces tâches-là qui vont nous permettre d'exécuter de faire la planification primo, de faire la planification, mais également de faire l'exécution du projet. Parce que si vous n'avez pas de tâches en amont, vous ne pouvez pas travailler sur MS Project. Il va falloir que vous définissez les tâches d'abord afin de travailler sur MS Project. Si vous n'avez pas de tâches, vous ne pouvez pas travailler. Donc, vous devez avoir d'abord des tâches sur MS Project afin de faire la planification. Nous avons énuméré les tâches. Nous allons maintenant faire la planification. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer maintenant. On a terminé avec le premier cas. Le deuxième cas pratique, on nous dit quoi? On nous demande de faire la planification du calendrier. Donc, dans le cadre de notre planification, il nous est demandé également de planifier les jours fériés. C'est-à-dire, cette partie, on va travailler sur MS Project. C'est là qu'on commence, oui. C'est là qu'on commence. Voilà. Dans cette partie, c'est là que commence la planification le travail sur MS Project. Nous allons planifier les jours fériés. Nous allons également, soit si on a besoin de travailler un samedi, parce que sur MS Project, les samedis et les dimanches sont considérés comme des week-ends. Mais nous pouvons changer ça. Nous pouvons dire à MS Project que nous, on n'a pas besoin d'avoir 2 jours comme étant le week-end. On a seulement besoin du dimanche comme étant le jour de repos. Donc le samedi, on va considérer comme étant le jour ouvrable. On va planifier ça sur MS Project. Dire que là, on a besoin de prendre le samedi comme le jour ouvrable. On a besoin également de notifier à MS Project que ces jours sont des jours fériés. Comme ça, si on arrive là-bas, MS Project va au niveau de notre grande organe, ça va nous notifier directement que ce jour est un jour férié, on ne travaille pas. Et on va également faire comme je l'ai dit, de planifier la réouverture des samedis. Ça, on va vous montrer comment ça se fait, comment vous allez prendre le samedi comme étant le jour ouvrable et non un week-end. Et maintenant, vous avez fait la planification des jours fériés. Vous avez planifié également la réouverture des samedis. Nous allons maintenant faire à la création des tâches. Nous allons faire la création nous allons faire la création des tâches. Pour la création des tâches, nous allons saisir toutes les tâches du plan d'organisation. Les tâches que nous avons énumérées ici, au niveau de la liste des tâches. Nous allons maintenant les saisir à ce niveau. Bon, j'ai oublié, je ne vous ai pas envoyé le document en amont. Je pensais que je vous ai envoyé. Je vais vous envoyer un document, comme un lien Drive, là où vous allez trouver tous ces documents là-bas. Ça va vous permettre de suivre en même temps que moi. Nous allons saisir les tâches du plan d'organisation. Nous allons également inclure l'autre durée. Quelle est la durée de chaque tâche?
quels sont les sous-groupes également du projet. Nous allons rattacher maintenant ces sous-groupes que j'appelle moi les sous-tâches avec nos tâches et faire également de même pour le projet et le reste. C'est-à-dire, les sous-tâches, les tâches principales, les sous-tâches seront rattachées sous la tâche principale. Et les différentes tâches du projet également seront rattachées au nom du projet. Je vais vous faire, sinon vous ne pouvez pas comprendre, je vais vous faire, comment dirais-je, un cas pratique pour vous montrer, sinon vous ne l'allez pas comprendre. Et Alassane, allez-y. J'ai une question. J'ai une question. Allez-y. Effectivement, au niveau des tâches, Mhm. vous avez parlé, vous avez développé, vous avez parlé un peu des tâches principales ainsi que des sous-tâches. Oui. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est que ces tâches-là, est-ce que, dans ma compréhension, est-ce que ce ne sont pas les objectifs peut-être du bailleur ou bien de l'entreprise qui vous a, comment on appelle, qui vous a sollicité en fonction de l'objectif? Par exemple, dans le cas pratique numéro 1, on parle de la vaccination du Covid, n'est-ce Non, pas? en fait, ok. En fait, ce ne sont pas des objectifs. L'objectif des bailleurs, s'il y avait des bailleurs, s'il y a des bailleurs dans le cadre de ce projet-là, ça, ils seront impliqués dans les, ils seront impliqués dans les différentes prises de décision. Mais quand on parle de tâches, en fait, sur MS Project considère qu'on pouvait l'appeler les activités, en fait. On pouvait les appeler les activités. Mais sous MS Project, on les appelle les tâches, quoi, en fait. Si vous voyez bien ici, c'est écrit, je vais essayer d'agrandir pour vous le voir. C'est écrit nom des tâches. Je sais pas. Si vous voyez ici au niveau de MS Project, c'est écrit nom des tâches. Donc, bon, on pouvait les appeler seulement les activités. D'accord. Si on les appelle les activités, et on dira les sous-groupes, comme c'est écrit là-bas, groupe et sous-groupe. Mais moi, je les appelle les tâches parce que tout simplement, MS Project, nous devons avoir cette habitude d'appeler les tâches et les sous-tâches. Ici, nous avons comment dire, nom de la tâche, nous avons la durée, nous avons début, nous avons fin. Et nous avons également les modes de tâches. Maintenant, les tâches que je vous ai expliquées, ce que je vais vous montrer. Comment essayer de rattacher les sous-tâches sur la tâche principale. Par exemple, ici, nous avons, je prends par exemple Alassane. Je prends Alassane, je prends Clovy, je prends Franck. Voilà. Maintenant, ici, on considère que c'est Alassane qui est la tâche principale. Mais ici, actuellement, il n'y a pas de leader ici. Il n'y a pas de leader. Toutes ces tâches-là sont indépendantes. Ou bien toutes ces personnes sont indépendantes. Maintenant, pour montrer à MS Project que c'est Alassane qui est le leader de l'équipe, nous allons maintenant mettre Clovy et Franck sous Alassane. Et comment le faire? Nous avons deux possibilités. Nous allons soit sélectionner Alassane et Franck d'abord, et nous allons les hausser sous Alassane. Nous allons les abaisser du monde sous Alassane. Et pour les abaisser, on va venir ici. Si on vient ici, on va les abaisser sous Alassane. Maintenant, si vous voyez bien, du moment que je les ai abaissés sous Alassane, Alassane est mis en gras, et Claude et Franck se sont décalés un peu vers la droite. Ça veut dire que ces deux personnes sont sous la responsabilité d'Alassane. Et si j'essaie de plier Alassane, automatiquement, Claude et Franck vont disparaître. Si je le déplie également, je vais le voir. C'est ce qu'on appelle rattacher la tâche principale, qui est la tâche, les sous-tâches sur la tâche principale. Et maintenant, on nous dit encore que d'essayer de rattacher ces tâches-là, l'ensemble des tâches-là, sous le nom du projet. Tantôt, je vous ai dit qu'il y a deux manières de le faire. Je vous ai expliqué la première manière de rattacher. Maintenant, la deuxième, je vais vous expliquer. Vous allez tout sélectionner d'abord. On sélectionne tout, on vient au niveau de récapitulatif. Peut-être que vous n'allez pas quand même comprendre parce qu'on n'a pas fait le cours sur le paramétrage quoi. Les logiciels. Mais après, on va y venir. Seulement que je vais vous expliquer ici avant de passer. Comme ça va vous permettre de ne pas être. Pour ceux qui sont. Pour Clovy qui n'a pas beaucoup de notions,
qu'ils puissent comprendre. Dans ce cas, il faut venir au niveau de récapitulatif. Si on vient au niveau de récapitulatif, on va maintenant écrire par exemple ici, on va prendre projet COVID-19. Voilà, projet COVID-19. Et là, on voit que Alassane et ses équipes sont également sous le projet COVID-19. Et si j'essaie de plier le projet COVID-19, on va voir maintenant qu'Alassane et ses équipes vont disparaître aussi. Par conclusion, ou bien en résumé, nous avons rattaché les membres de l'équipe d'Alassane sous sa responsabilité. Et Alassane et ses équipes également sont sous la responsabilité du manager. J'utilise ce thème-là pour vous permettre de comprendre. Mais là, on va avoir des tâches et des sous-tâches. On va avoir des tâches principales qui auront également des sous-tâches. C'est-à-dire, par exemple, on dit que l'organisation du projet. Dans l'organisation du projet, on peut avoir comme sous-tâche logistique, sensibilisation et consort. On peut avoir la communication comme étant sous-tâche principale. On a par exemple passage aux médias, on a d'autres tâches comme étant rencontre avec les lobbies. Donc ce sont des tâches principales et des sous-tâches. On va continuer. Question. Allez-y. Si je comprends bien, les sous-tâches là, ce sont les activités qui permettent de réaliser la tâche principale. Un peu comme dans un travail, on a les objectifs spécifiques et l'objectif général. Vous avez bien compris, c'est ça. Merci. C'est exactement ça. Autre question? Ok. On a rattaché les sous-groupes avec leurs tâches. On a fait également de même pour le projet et le reste des tâches. On va encore insérer la colonne prédécesseur. Pour insérer la colonne prédécesseur également, il suffit de venir ici. Bon, la colonne prédécesseur est là. Maintenant, cette colonne prédécesseur va nous permettre, pour dire que ici, cette colonne-là, on va dire que Franck ne peut pas démarrer l'activité tant que Colombie n'a pas terminé son activité. Ces deux-là sont sous la responsabilité de Lassane. Mais ils n'ont pas les mêmes tâches. Donc, Franck ne peut pas démarrer l'activité qui lui a été donnée sans pour autant que Colombie ne termine la sienne. Du moment que Colombie termine, c'est là-bas que Franck va démarrer son activité. Et pour notifier ça à MS Rosette, il va falloir que l'on prenne le numéro de Clovis et le mettre au niveau du prédécesseur de Franck pour dire que, en effet, moi je vais démarrer mon activité du moment que Clovis termine. Et si Clovis termine, je pourrais moi-même démarrer mon activité. Et ça, il y aura également une visualisation au niveau du diagramme de Gantt qui va vous montrer nettement ce que vous avez écrit ici. Et pour ça, je prends 3. Le numéro de Clovis, c'est 3. Donc, je prends 3. Et vous voyez, ici, au niveau du diagramme de Gantt, à la fin de l'activité de Clovis, il y a une flèche qui s'est dirigée vers le début de l'activité de Franck. Ce qui signifie que, du moment que Clovis termine son activité, directement l'activité de Franck doit démarrer. Automatiquement, l'activité de Franck doit démarrer. Si je n'avais pas mis le 3, on sous-entend que ces deux personnes démarrent les activités en même temps et terminent en même temps. Ce qui n'est pas normal. Si on laisse comme ça, toutes les tâches qui vont suivre après vont démarrer en même temps et vont terminer en même temps. Ce qui veut dire que l'activité se fera en non seul jour. Ou bien il y aura des personnes également qui seront surutilisées.
Parce que s'il y a une personne qui doit s'occuper de plusieurs tâches à la fois, cette personne sera totalement chargée, ne pourra pas faire le travail. D'où l'importance de faire le prédécesseur pour montrer à MS que les tâches-là ne sont pas exécutées en parallèle, mais telle tâche sera exécutée dès que l'on termine l'exécution de l'autre tâche. C'est comme ça que ça se passe. On va continuer. Du moment qu'on a inséré les colonnes prédécesseurs, nous allons maintenant passer par la structuration du projet. Pour structurer le projet, vous allez donc d'abord insérer les jalons. L'insertion des jalons de notre projet, les jalons d'ailleurs, généralement les jalons signifient c'est le début ou c'est le début, les jalons marquent le début d'une activité ou bien le début ou la fin d'une activité. Par exemple, je vais essayer de revenir encore sur le. On dit que voilà, on dit que les jalons permettent marquent le début ou la fin d'une activité. Maintenant, la fin de l'activité, de cette activité-là, de la salle, on va insérer un jalon ici. Et pour insérer un jalon, on va venir au niveau de jalon, on clique, on insère un jalon. On prend par exemple jalon 1. Ou bien, on n'a pas besoin de le mettre. Généralement, moi, je mets le jalon au niveau du début de l'activité. Ce qui veut dire qu'on va cliquer sur la salle et on va insérer un jalon. Du moment qu'on voit un jalon, on voit nettement que telle activité doit démarrer. Ça nous donne un signal en fait. Ça nous donne un signal. Si nous avons imprimé notre projet et qu'on a fait le travail sur MS Project, on a imprimé, nous avons le projet qui est affiché dans notre bureau. Du moment qu'on voit le jalon, on saura que telle activité doit démarrer tel jour. Ça nous permet comment dirais-je, ça nous permet de voir une vision claire en fait de ce qui se passe. Si par exemple on voit que l'activité qu'on est en train de mener n'est pas terminée et qu'on aperçoit le jalon, là on doit se dire que quelle que soit la situation, on doit accélérer pour ne pas retarder notre activité. Parce que déjà nous avons fait l'exécution du projet. Nous avons déjà terminé la rédaction du projet. Donc nous devons faire de telle sorte, nous allons faire en sorte de respecter le planning que nous sommes donnés. Ce plan, on ne doit pas le manquer. Et ces jalons également peuvent nous aider à avoir une vision sur ce que nous attendons ou sur ce que nous sommes en train de faire. Et si vous remarquez bien aussi, les jalons n'ont pas de durée. Les jalons sont toujours de 0 durée, ils n'ont pas de durée. Parce que ce sont des éléments qui nous permettent c'est un élément pour le début ou la fin de l'activité. Voilà. Il y a aussi relier les jalons. Allez-y. Cher manager. Voilà, au niveau des jalons, j'aimerais que vous reveniez dessus parce que je n'ai pas bien saisi vraiment. Je reviens. Je vais se passer. Bon, on va revenir ça sur le cas pratique. C'est juste que voilà, je ne veux pas passer directement comme ça sans vous montrer. Sinon, avec les théories là, vous n'allez pas comprendre. Mais sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, on va le faire au niveau des cas pratiques. Voilà. Je disais qu'au niveau des jalons, il faut, pour insérer les jalons, on va venir, parce que généralement, moi, je prends les jalons au début de l'activité. Donc, on va venir à la fin, parce qu'on sait que c'est à la fin de l'activité principale. Ou bien, disons, c'est à la fin des deux. Donc, le jalon doit venir au début de l'activité principale. Et pour insérer le jalon au début de l'activité principale, pour dire que, bon, je vais essayer de voir, par exemple, je vais ici encore, je recopie bien. Voilà, supposons que c'est des activités ici. Il y a Alassane, je vais mettre ici Alassane 1. Voilà, je vais mettre ici Alassane 1. Supposons que c'est des activités ici. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? On va essayer d'insérer un jalon ici.
Et pour insérer un jalon, on va venir au début de l'activité de la scène 1. La scène est la première activité, on a terminé. Maintenant, on va insérer un jalon ici pour montrer que on a terminé notre jalon et maintenant on va commencer notre jalon. On a commencé notre activité, maintenant on a terminé notre activité, maintenant on doit démarrer notre activité. La première activité est terminée, on doit démarrer l'activité suivante. Et pour ça, il faut insérer un jalon. Il faut sélectionner d'abord la tâche principale. Et là, vous allez venir au niveau des jalons ici. Vous allez cliquer. Là, vous allez saisir jalon. Vous allez écrire jalon. Vous allez écrire jalon. Et je vous ai dit que le jalon est toujours, n'a pas de durée en fait. Les jalons sont toujours zéro, de durée zéro, non pas de, une durée. Pourquoi pas tout simplement, ce ne sont pas des activités. Ce sont des activités qui peuvent avoir des durées. Mais le jalon n'est pas une activité. Le jalon marque seulement le début ou la fin d'une activité. Ce n'est pas une activité. C'est ça l'importance quand même des jalons. Je ne sais pas si je réponds à la question de la salle ouverte. D'accord, je comprends mieux. Donc, ça veut dire que si on a structuré, on a eu à structurer de la manière où vous nous avez montré le projet et qu'on s'aperçoit, on observe le jalon, ça veut dire que soit on doit accélérer, peut-être si l'objectif n'est pas atteint, on doit accélérer pour atteindre l'objectif, ou bien on doit peut-être vite démarrer la seconde activité. C'est ça? En fait, en quelque sorte, c'est ça. Mais quand vous voyez dans le projet que vous allez imprimer, normalement, vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'exécuter une activité, par exemple, la première activité. Vous voyez que cette activité, vous n'avez pas terminé, mais vous avez aperçu le jalon. Et dès l'instant qu'on aperçoit le jalon, ça veut dire que c'est la fin d'une activité et que l'autre activité doit démarrer. En fonction de ce que par rapport, en fonction de notre situation actuelle, on voit que l'activité que nous sommes en train de réaliser actuellement n'est pas arrivée à sa terme et qu'on aperçoit le jalon. Est-ce qu'en réalité, nous allons maintenant se poser la question, est-ce qu'en réalité, nous pouvons terminer avant telle date? Parce que les jalons ont également des dates. Directement, vous allez voir la date. Si vous insérez le jalon, au niveau de la visualisation, vous allez avoir la date. Par exemple, ici, nous sommes le 14. Nous sommes le 14 et on voit que le C, on voit que le C, on doit démarrer la prochaine activité. On voit le C et que le 17, nous devons démarrer la prochaine activité. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que l'activité que nous sommes en train de dérouler comme ça, est-ce qu'on peut terminer avant cette date-là? Si oui, donc nous sommes dans le temps. Sinon, nous devons faire en sorte de démarrer, d'exécuter. Si on ne parvient pas à exécuter, nous allons forcément fausser le délai du projet. Ou bien nous allons également, soit nous allons entrer un peu dans l'autre activité, mais de faire en sorte de se rattraper au fur et à mesure. Mais la durée du projet, vous ne pouvez pas dépasser parce que vous avez déjà donné. C'est une durée, bon, pour d'autres, il faut vous imposer une durée. Et du moment que vous avez fait l'exécution sur MS Project, ou bien la planification sur MS Project, vous ne pouvez pas dépasser cette durée-là. Vous devez être dans le temps. C'est ça en sorte quoi. Est-ce que j'ai répondu à la question? D'accord, il n'y a pas de... Oui. Donc, d'accord. Si je comprends bien, c'est que le jalon marque le début ou la fin d'une activité. Effectivement. D'accord, merci. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Désolé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons inséré les jalons dans notre projet et dire à MS Project qu'il s'agit des jalons. Nous allons relier également ces jalons-là au sous-groupe approprié et indiquer ces lignes prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Nous allons maintenant faire la visualisation des tâches. Et pour la visualisation des tâches, nous allons faire la visualisation des tâches critiques
pour connaître où devons-nous accentuer le management de ce projet-là. Du moment qu'on insère les tâches critiques, on saura en réalité où se trouve le problème de ce projet. Et là, c'est là-bas que nous allons maintenant accentuer la force de ce management pour pouvoir mieux pour être dans le temps. Et après ça, nous allons faire ce qu'on appelle un compte rendu, le compte rendu. Nous allons faire de façon brève, nous allons préparer le briefing du projet pour le remettre au comité managérial. Et enfin, nous allons faire la création des ressources. Pour la création des ressources, nous allons planifier toute l'équipe du projet COVID-19. En planifiant l'équipe projet COVID-19, nous allons maintenant affecter ces ressources-là. On affecte ces ressources-là tout en ajoutant la colonne non de ressources. Si la colonne n'existe pas, bien sûr. Parce que du moment que la colonne n'existe pas, on va faire ici pour voir si la colonne n'existe pas. Du moment que la colonne n'existe pas, on va l'ajouter. Ici, on voit que la colonne non ressources existe. Mais si la colonne non ressources n'existe pas, il y a une colonne qui se trouve juste à droite. Ajouter une nouvelle colonne. Pour ajouter une nouvelle colonne, c'est ici qu'il faut cliquer. Du moment que vous cliquez, vous avez des noms que vous allez maintenant ajouter pour faire le travail. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, après avoir fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons ajouté maintenant un nom à ce projet. Là, on a fait l'affectation du mode. On va insérer maintenant la colonne de coûts. Pour insérer la colonne de coûts, ça va nous donner maintenant le coût exact, ou bien le coût total de ce projet-là. On va voir le coût total de ce projet, mais également le coût total de chaque tâche principale. Si nous avons eu le coût principal, le coût total, nous allons également avoir le coût. On va d'abord avoir le coût de chaque sous-tâche, le coût total de chaque tâche principale et le coût total du projet. Et ensuite, nous allons insérer le planning de référence. C'est là-bas que nous allons commencer le suivi et évaluation. Du moment qu'on insère le plan de référence pour débuter le suivi et l'évaluation, nous pouvons maintenant faire ce qu'on appelle renseigner la date d'état. Du moment que vous devez insérer le plan de référence, vous commencez maintenant le suivi et l'évaluation de votre projet. C'est vrai qu'il est possible aussi de faire le suivi et l'évaluation au niveau d'Excel, mais c'est aussi possible de faire au niveau de MS Project. D'ailleurs, c'est facile de faire au niveau de MS Project que sur Excel. Parce que là, Excel, quand on n'a pas la main, avec les formules là, ça prend énormément de temps. Même si vous avez la main, avec les formules, ça prend énormément de temps. Énormément de temps. Raison pour laquelle il est préférable quand même de faire facilement l'évaluation au niveau de mes projets. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. On a inséré la date du projet. Nous allons maintenant insérer la ligne brisée. Ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons insérer une nouvelle colonne. Une nouvelle colonne qu'on va appeler pourcentage achevé pour le suivi et l'évaluation. Tantôt, je vous ai dit que du moment que vous avez inséré le plan de référence, vous pouvez maintenant commencer ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation de votre projet. Et si vous ajoutez la colonne de pourcentage achevé, ça va vous donner automatiquement, pour les sous-tâches, vous allez vous-même donner de façon manuelle, vous allez donner des renseignements par rapport à ça, ou bien des informations en fonction de l'évolution de votre projet. Mais après, c'est MS qui va vous donner, qui va vous permettre de faire un bon suivi et évaluation en fait. Vous donnez seulement les sous-tâches, l'évolution de vos sous-tâches. Dans quelle étape sont les sous-tâches? Si vous donnez ces informations-là, automatiquement, MS s'en place et fait le travail à votre place.
est-ce que telle task ou bien telle tâche principale est proche de l'exécution ou bien ça manque. Est-ce que telle task, la tâche que vous êtes en train de faire, est-ce que la tâche est en avance ou bien comment dire, en retard. Si la tâche est en avance, et moi, je vous dire que, ah, bon, ce que vous êtes en train de faire, c'est excellent. Vous avez, vous avez pu quand même être en avance en fonction de la délai qui vous a été donnée. Ah, vous n'êtes pas en avance, vous êtes en retard. Et moi, je vous dire également que la tâche que vous êtes en train de décider, la tâche principale, là, cette tâche principale est en retard. Pourquoi pas? Tout simplement, il y a des sous-tâches qui sont en retard. Ça, c'est dû à quoi? Parce que tout simplement, dans ce département-là, la personne ne motive pas cette personne, ou bien ceux qui sont là-bas ne connaissent pas leur travail. Ou ils connaissent le travail, ou bien. Mais, même si c'est des personnes qui connaissent le travail, mais elles sont tellement paresseuses. Elles sont paresseuses, elles manquent de motivation également, elles manquent de suivi également. Elles n'ont pas de contrôle non plus. Raison pour laquelle ces sous-tâches sont en retard. Donc, comment faire pour être dans le temps et ne pas manquer également, ou ne pas paralyser les autres départements et rater également la durée de notre projet. Nous allons travailler sur ça en tant que manager de projet. Essayer de résoudre le problème dans le fond. Et là, après, si on termine le suivi et évaluation, nous avons maintenant toutes les données disponibles, ou toutes les données à notre disposition. Une fois qu'on a toutes les données à notre disposition, nous allons maintenant essayer de faire un rapport que nous allons soit donner ça au comité managérial ou bien au bailleur de ce projet. Parce que chaque bailleur, on retient bien que chaque bailleur attend un rapport de ce projet-là. Les bailleurs ne vont pas financer votre projet comme ça, sans pour autant s'attendre comment dirais-je, sans pour autant s'attendre à un rapport. Ils s'attendent tous à un rapport. Donc, nous devons générer un rapport pour leur envoyer dans le cadre de ce projet COVID-19. Allez-y, Lassane. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Si je comprends bien, ça veut dire que quelqu'un vraiment qui maîtrise bien les notions de la gestion de projet, c'est-à-dire même, il peut rédiger des projets à financement, si je comprends bien. Parce que ça, c'est un rapport qu'on doit produire. Et s'il a produit un bon rapport par rapport à un projet spécifiquement, il veut bénéficier, bien sûr, des financements, si je comprends bien. Merci. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Je veux dire que par là, avec ce que vous avez présenté, le déroulement du projet et tout ça, comment ça va s'effectuer, après ça, il y a un rapport final qu'on doit produire pour donner peut-être au baillon ou bien à celui qui finance le projet, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, la gestion du projet en quelque sorte, un peu lié aussi à rédiger un projet pour financement, si je comprends bien. Ok, je comprends. En fait, les projets, mais tu parles des BMC, là, Business Model Canva. Modèle Canva? Bon, en fait, il y a une manière aussi de rédiger un projet qu'on appelle, Ah, d'accord. c'est Ah, d'accord. ceux qui sont dans le cadre, c'est ce qu'on appelle le business model Canva, en fait, quoi. C'est, bon, si vous voulez, je peux vous donner comment dire, un cas pratique, qu'est-ce que là, un support là. Donc, moi, bon, je forme des gens sur ça. Je vais vous donner ça. Mais ça, c'est pas pareil, hein. Ça, c'est le Ah, support, d'accord. c'est le support que vous êtes en train de dire ça. Ce support-là, vous allez faire aussi un travail. Ça, c'est différent de ce travail-là, en fait. C'est pas pareil. Ah, d'accord, il n'y a pas de C'est souci. pas pareil. L'autre, c'est un document que vous allez réviser même, un document complet, Ah, qui d'accord, peut il n'y a pas aller de souci. de 15 à 20, comme ça, ou bien de 10 à 15 pages. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. D'accord, ça c'est plus lié à la recherche de financement d'un projet, ainsi de Merci, suite, ainsi merci, de suite. merci. C'est ça. Ah, C'est d'accord. souvent lié à ça, Merci. quoi. Généralement, les gars, Voilà. ils lancent ça pour essayer d'obtenir des financements pour leur projet. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Seulement, Merci. on a arrêté cette formation. Pour cette formation, on a arrêté d'abord parce que là, il nécessite de faire les formations en présentiel pour que les gars comprennent très vite, quoi. Sinon, les formations en ligne avec la rédaction de Business Model Canva, ça prend énormément de temps et les gars ne pourront pas comprendre. Raison pour laquelle on a un peu arrêté les formations en ligne pour ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Ouais, ouais.
Autre question? Franck, Polovi? Pour moi, c'est bon, hein, ça va. Merci beaucoup. Parfait. Clovis? Clovis, est-ce que ça va? Est-ce qu'il est là? Ok, c'est pas grave. En fait, maintenant, c'est seuls les deux cas pratiques que nous avons. Euh, DTP quasiment. Maintenant, nous allons faire la liste des tâches, quoi, en fait. Nous allons énumérer. Je vous ai dit que vous devez vous-même énumérer la liste des tâches en fonction de ce projet-là. Est-ce que si je vous demande de rédiger maintenant des tâches pour ce projet, vous pouvez me le faire? D'après ce que nous voulons de voir. Euh, si, On pourra essayer. Un peu, c'est parfait ça, c'est excellent ça. Et Hassan, vous voulez dire? oui, pareil. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer un exemple comment dirais-je? Voilà. Il y a l'exemple de task qui est là. Non, c'est pas ça. Ça, c'est dans le cadre de l'éducation. Quand je vais voir l'autre task où je l'ai mis. Ok, je l'ai pas fait. Parfait. Ça est là. Nous avons les tâches du projet communautaire qui est là. Il y a la première tâche, nous avons la réunion d'ouverture avec euh, les membres actifs, ou bien disons avec les responsables de l'organisation. La deuxième tâche, nous avons le recrutement. Et dans ce recrutement, comme sous-tâche, c'est la même chose comme l'exemple que nous avons donné. La tâche principale, nous avons Alassane, et les sous-tâches, nous avons Franck et Polovi. Ici, la tâche principale, nous avons recrutement, les sous-tâches, nous avons annonce des offres d'emploi, le traitement de CV, entretien avec les retenus, constitution des différentes équipes. Et nous avons la tâche principale, la tâche 3 également, qui est le plaidoyer. Bon, à ce niveau, ce qu'il faut retenir pour le plaidoyer, je pense que j'ai je prends le format PDF, quoi. Voilà. Ce qu'il faut comprendre avec le plaidoyer, étant donné que nous sommes dans un cas comment dire, de BTP, dans un cas communautaire, nous avons aussi besoin de faire des plaidoyers. Et c'est quoi l'importance du plaidoyer? Ou bien, c'est quoi d'ailleurs le plaidoyer? Le plaidoyer n'est rien d'autre qu'une défense, c'est-à-dire défendre une cause d'un individu ou un groupe de personnes. Dans une association à but non lucratif, le plaidoyer est mené par des membres actifs de l'organisation, que ce soit généralement les plaidoyers que nous avons participé. Bon, les plaidoyers que j'ai participé en tant que bénévole, ce sont des personnes, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez une fois si vous connaissez la GISAI, c'est une organisation internationale qui a maintenant plus de 100 ans d'existence d'ailleurs. J'ai là-bas comme membre, nous avons eu à faire des plaidoyers. Nous avons eu également à faire récemment, je pense en 2000 combien, on a fait un plaidoyer avec Green Arasonia dans le cadre des plastiques, quoi, en fait.
des déchets plastiques. On a à faire le tour des ministères. Mais ça, c'est pas toutes les personnes qui vont prendre part à ça. Il doit d'abord avoir un directeur de projet. S'il y a un directeur de projet, directeur de domaine d'ailleurs, et un directeur de projet, ces gens-là vont également essayer de se réunir. La marche, on va le faire ensemble. Mais la rencontre de ces des autorités, on ne peut pas tous entrer. Le président de l'organisation va entrer. Et le directeur des activités va entrer. Et maintenant, le directeur de ce projet-là même. Au moins, les trois personnes doivent prendre part. Maintenant, ces plaidoyers, sont ces membres-là qui vont mener le plaidoyer. Ils vont faire valoir également leur point de vue. Cela peut également impliquer, comme on l'a dit ici, en premier, élaborer un discours qui doit répondre aux préoccupations suivantes. Nous devons maintenant répondre à ces préoccupations-là. Pour qui le discours est destiné? Comme le dernier plaidoyer que j'y ai participé. Le plaidoyer est destiné d'abord à l'État, mais également à la population. À ces populations qui utilisent des tasses plastiques et le jeter maintenant par terre. Ces populations qui utilisent des sachets plastiques et les jeter après par terre. Ce discours est destiné à ces personnes-là. Maintenant, quel est l'argument qu'il faudrait-il utiliser pour le convaincre? Pourquoi nous voulons mener ce combat-là? Comment nous pouvons convaincre ces personnes pour leur dire que l'utilisation de ces pratiques-là n'est pas bonne pour notre santé? Il faut être un bon environnementaliste ou bien un passionné du climat pour pouvoir mieux les expliquer. On sait que les déchets plastiques participent à la destruction de notre atmosphère. Donc là, on doit essayer de leur convaincre, de telle sorte qu'ils vont essayer de le laisser. On sait également que ces plastiques qu'ils sont en train d'utiliser sont toxiques pour eux-mêmes. Surtout ceux qui utilisaient des tasses, des cafés tout bas, des cafés comme ça, qui les mettent dans les sachets plastiques, très chauds. Et après, ils l'utilisent comme ça pour boire. Très toxique pour la santé. Donc, nous devons essayer de nous expliquer ça. Comment ça peut le détruire à petit feu? Il faut nous expliquer pour qu'ils comprennent. Maintenant, quel est le langage qu'il faut utiliser pour les convaincre? Quel langage propice? Est-ce que vous allez utiliser des flyers ou bien vous allez, je sais pas, quel langage que vous allez utiliser? Des flyers, de quoi? Quel est le message que vous allez lancer? Comment vous voulez lancer votre message là? Maintenant, auprès de qui ce discours sera diffusé? Comment on va diffuser le discours là? Comment on va le faire? Qui peut entrer dans le cadre de quel élément de langage? Maintenant, qui sera le porteur de message? Je l'ai dit tantôt, c'est le responsable. Il y a un directeur de projet. Donc, le porteur du message est le directeur de projet. À quel moment on doit le faire? On doit choisir le moment propice pour ça. Nous devons également faire en sorte de convaincre notre public. Mais je vous reviens, pour rappel, sur MS Project, le plaidoyer n'a pas de sous-tasse. Ça se fait en un seul jour. Il n'a pas de sous-tasse. Maintenant, pour convaincre son public, que ce soit le jury, le grand public ou les décideurs, vous voulez convaincre ce jury-là par un public argumenté impliqué. Discours argumenté implique également de bien étudier son discours ou ses publics. Vous ne pouvez pas venir prendre la parole devant des autorités comme si vous êtes devant vos camarades, comme si vous êtes devant les élèves. Ce n'est pas le même langage que vous allez utiliser. Et ce n'est pas la même préparation que vous allez faire. Ceux-là qui sont en train de t'écouter, ils maîtrisent mieux le sujet que toi.
petite erreur, ils vont pas te suivre. Donc, vous devez être prêt pour pouvoir le convaincre. Vous devez vous préparer en amont. La préparation, ce n'est pas devant le public, mais avant d'y arriver. C'est vraiment la préparation. Maintenant, pour ce faire, il y a également des étapes à suivre. En quoi le discours est-il favorable ou défavorable? Quelles sont maintenant ces réticences-là? Sur quoi portent également les oppositions de ce projet-là? Maintenant, nous allons trouver des arguments pour convaincre. Nous allons convaincre notre cible. On distingue également les cibles directes et les cibles indirectes. Et pour ça, il y a aussi ce qu'on appelle la communication, la transcommunication. On dit souvent que la communication, il est courant de confondre, dans la communication, il est courant de confondre la stratégie de plaidoyer et stratégie de communication. Pourtant, dans le cas, la communication n'est pas un aspect de plaidoyer. Mais ce dernier se repose sur 4 piliers. Je dis bien, la communication n'est pas un aspect de plaidoyer, mais ça se repose sur 4 piliers. Nous avons l'expertise qui nous permet de fournir des preuves, de construire un argument. Quel message adapté à chaque cible? Et de conférer également la légitimité et de crédibilité. Par exemple, comme on prend l'exemple de l'OMS là, la gravité du Covid en Afrique, des études de l'ADEME sur le gaspillage alimentaire, l'étude de l'ANSD, par exemple, sur la population. Et là sont des aspects. L'analyse également des impacts dans votre projet de développement. Vous devez avoir des arguments scientifiques, mais également chiffrés. En ce qui concerne le lobbying également, c'est la relation directe avec les décideurs. C'est l'objectif de convaincre directement votre décideur. Nous avons le média et la communication, qui ont d'ailleurs un levier indispensable pour faire passer votre message. On ne s'adresse pas aux décideurs avec les mêmes outils que ceux qui sont utilisés pour les bénéficiaires. Maintenant, la mobilisation du public, c'est aussi un autre levier. Bon, je pense que c'est à la je vais vous balancer, si ça se trouve dans le drive. C'est juste pour vous donner des notions sur ça. En tant que gestionnaire de projet, vous devez avoir ces notions-là. Vous devez vous préparer en amont, quoi, en fait. Étant donné que ça sera dans le drive, vous allez avoir un aperçu sur ça. Là. Monsieur Touré, en fait, j'ai bien voulu qu'on revienne un peu sur la notion de la communication et du plaidoyer. Comme vous avez dit, effectivement, il y a un courant qui pense que la communication, en fait, bien, le plaidoyer, c'est un élément de communication. Alors que dans le truc ici, c'est vraiment distinct. Est-ce qu'on peut revenir un peu dessus? C'est à ce niveau? À ce niveau-là. Oui, voilà. Ok. Vous disiez? Vous voyez que vous avez commencé au niveau de la communication. Il y a un courant qui confond la stratégie de plaidoyer et la stratégie de communication. Pourtant, dans le cas, la communication n'est qu'un élément, qu'un aspect du plaidoyer. Donc, en fait, je voulais qu'on revienne un peu sur cette frontière entre le plaidoyer et puis la stratégie de communication. Parce que je le dis, puisque dans certains
dans certains cas, quand on parle des stratégies de communication, ils vont te dire non, il y a le plaidoyer qu'on fait, il y a le lobbying qu'on fait, etc. Donc, c'est vraiment de faire la part des choses, quoi. Quand vous parlez de plaidoyer, de communication, si on doit faire un lien entre les deux, qu'est-ce qu'on pourra dire? Si par exemple on dit que, en fait, si je comprends bien, il y a il y a des gens qui disent que dans le plaidoyer, on a la communication, on a le lobbying, c'est ça? Non, en fait, on dit dans la communication, Uh-huh. on a le plaidoyer, on a la communication de masse, on a le lobbying, on a etc. etc. Mais à tel qu'on voit ici, on se dit que c'est deux choses différentes. Donc, c'est pour ça que j'ai bien voulu que vous reveniez un peu sur plaidoyer ou communication, en fait. Oui, effectivement. En fait, dans le plaidoyer, on a besoin quand même de bons communicants. Mais ça ne veut pas dire forcément que euh, la communication se trouve dans le plaidoyer. Ou bien, comment dire, on peut pas dire que la communication est forcément dans le plaidoyer. Pourquoi? Tout simplement, c'est une partie de la communication qui se trouve dans le plaidoyer. Vous avez besoin de bons communicants pour passer le message. Mais ça ne veut pas dire forcément que ce plaidoyer, dans le plaidoyer, comme on l'a bien dit ici, la communication n'est qu'un aspect du plaidoyer. C'est juste un aspect. Et le plaidoyer se repose également sur quatre piliers. Pour faire un bon plaidoyer, il faut être un bon communicant. Si vous n'êtes pas un bon communicant, vous ne pouvez pas faire le plaidoyer. Maintenant, ces aspects que l'on a besoin sont l'expertise, le lobbying que je vais. Bon, j'avais dit, j'essaie quand même de ne pas reprendre, de ne pas revenir, mais je vais y revenir. Il y a les médias, la communication également. Il y a les médias et la communication, la mobilisation des publics, le lobbying et l'expertise. Ce sont les quatre aspects que l'on a besoin. Maintenant, on dit que, je ne sais pas si j'avais un peu parlé de, merde, vous allez m'excuser. J'avais un peu parlé de l'expertise, si je ne me trompe pas, qui permet de construire. Je vais utiliser le moussard à côté, quoi. Je ne vais pas vous demander. Voilà, désolé, hein. En fait, Franck, je pense que c'est Franck, hein. Pour la communication et le plaidoyer, si je peux donner un lien par rapport à la communication et le plaidoyer, on peut dire que la communication, tout simplement, c'est l'outil de plaidoyer qu'on fait. Elle peut être du moins un outil de plaidoyer. Si je donne un exemple par exemple, on dit que tu peux utiliser des vidéos de conférence
ou des articles pour soutenir une campagne de plaidoyer et mobiliser le public autour d'une cause. C'est un exemple que j'ai donné. La personne peut utiliser, comment dirais-je, des vidéos de conférences ou articles pour soutenir des campagnes de plaidoyer. Ce qui veut dire que dans cette partie, la communication peut être un outil, je dis bien peut être un outil de plaidoyer, comme on l'a dit à ce niveau. C'est juste comme un aspect de plaidoyer. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je réponds à la question? Est-ce que je réponds à la question? Ou bien on peut aussi dire de façon brève que la communication n'est rien d'autre qu'informer. Or, le plaidoyer peut être, bon, on peut appeler le plaidoyer comme étant l'influence, ou bien je ne sais pas quoi encore. Mais ce qu'il faut retenir est que la communication nous permet d'informer, de sensibiliser, ou faire même connaître une idée ou une activité. Par exemple, comme je donne également un exemple. Je vais faire une campagne pour sensibiliser sur le reboisement. Mais si on parle de plaidoyer, qu'est-ce qu'on entend là-bas? Ça va nous permettre d'influencer les décideurs. Dans ce cas-là, on fait focus sur les décideurs. On veut influencer les décideurs pour obtenir un changement de politique. C'est-à-dire des politiques ou bien de loi ou bien c'est-à-dire de pratiques. Ça, on parle de l'influence. Raison pour laquelle je donne un exemple tantôt, je donne juste, si on peut les dissocier, on peut dire que la communication, c'est juste pour informer, tandis que la communication, le plaidoyer, c'est pour l'influence. L'autre, on utilise pour informer, pour sensibiliser ou pour faire connaître une idée. Mais l'autre, on essaie de prendre pour influencer les personnes sur un sujet donné. On dit qu'on veut influencer les décideurs pour obtenir un changement de politique. On veut influencer les décideurs pour obtenir une loi ou bien pour obtenir une loi ou des pratiques. Par exemple, on peut dire que nous voulons demander au gouvernement d'intégrer l'éducation environnementale dans les écoles. Ça, c'est le plaidoyer. On demande au gouvernement qu'on veut intégrer l'éducation environnementale dans le plaidoyer. Dans ce cas, on essaie de les influencer en montrant certaines pratiques. Mais pour la communication, on informe, on sensibilise. Ou on va également essayer de faire connaître un sujet. Je ne sais pas si j'ai toujours répondu à la question ou pas. Oui, c'est bon, ça me va. C'est bon. Voir. Merci bien. Franck, Clovis, est-ce que vous avez... ou bien Franck, vous-même, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Clovis, Alassane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ok, si je veux revenir, c'est que la communication ici est un outil qui va nous aider peut-être à l'objectif du plaidoyer en quelque sorte qui consiste à influencer peut-être la politique ou bien dans le champ où on fait le plaidoyer. Et la communication va montrer un peu, ça va nous aider à pouvoir atteindre, c'est-à-dire l'objectif du plaidoyer, c'est ça? Effectivement. D'accord, merci. Clovis? Oui. Chacun se L'idée que j'ai de la communication, moi je pense que pour moi, ça part d'abord de l'objectif du plaidoyer. Donc, moi, le plaidoyer, la communication, c'est un élément qui permet aussi de faire notre plaidoyer. Quel est l'objectif que nous voulons atteindre dans le plaidoyer? Et on va voir quel élément de communication doit être utilisé pour pouvoir communiquer et atteindre nos objectifs. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément lié, mais on peut utiliser l'un
n'est-ce pas, pour atteindre l'autre. On ne peut pas faire un plaidoyer sans la communication, sans communiquer en fait. Mais le plaidoyer, pour moi, n'est pas forcément un élément de la communication. C'est comme ça qu'on est perçu. Et ça dépend de la cible. Si je fais un plaidoyer, par exemple, on est dans le cadre de la vaccination, je vais par exemple vers les chefs de communauté. Le message que je vais leur donner, c'est pour qu'ils me soutiennent. Peut-être pour passer, pour sensibiliser les masses, les populations de venir prendre le vaccin. Ça, c'est un plaidoyer que je vais faire. Le message ou bien la manière de communiquer sera différente que lorsque je vais aller vers les populations elles-mêmes. Donc, je pense que la communication, c'est un élément qui permet, n'est-ce pas, d'atteindre, de passer le message du plaidoyer aussi. C'est comme ça que je pense. En résumé, c'est ça. En résumé, c'est ça. La communication n'est rien d'autre qu'un aspect de... La communication n'est rien d'autre qu'un aspect du plaidoyer. C'est juste ça. En résumé, c'est ça. Je pense qu'on peut continuer. C'est vraiment pour... On est au niveau de... Voilà. On est au niveau de la phase 5, qui est de la sensibilisation. La personne qui vient d'arriver, votre micro s'il vous plaît. Excusez-moi, hein. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Bien, merci. Il faut le train en marche pas. Ouais, effectivement. C'est pas grave. L'enregistrement sera disponible et si vous avez également des questions, vous pouvez nous prendre en TV et je vais essayer de... Je me ferai plaisir de vous expliquer, Inch'Allah. Voilà, on a également la sensibilisation comme tâche 5 et préparation de la mobilisation communautaire et contrôle. Bon, je vais aller un peu rapide, étant donné que c'est juste les tâches que je vous explique, comme ça vous allez avoir l'idée pour essayer de réaliser vous-même les tâches avant la séance prochaine. La manière dont les tâches sont structurées, quoi, en fait. Nous avons également, comment je vais dire, la tâche 6, qui est l'organisation du projet. Pour réussir le fonctionnement du projet, on doit donner des consignes pour réussir l'ensemble de la vaccination dans notre cas, également faire diagnostiquer l'ensemble des problèmes qui ont causé la maladie aussi. Et nous allons aussi prendre la tâche 7 qui va nous permettre de faire la gestion des effets secondaires. Et enfin, nous allons faire la tâche 8 qui est la fin du projet. Vous pouvez prendre plus de 8 tâches, tout comme vous pouvez avoir moins de 8 tâches. Ça dépendra de ce que vous allez traiter vous en tant que manager de projet. Parce que là, on vous exhorte, on vous pousse d'abord à penser comme manager de projet. Comme ça, vous allez avoir des réflexions sur ces choses-là. Vous allez vous-même, dès l'instant, vous allez commencer à soulever des problèmes, à énumérer des tâches et maintenant faire la planification. Là, dans ce cas, maintenant, vous allez, avant la séance prochaine du mois, qui sera le dimanche, vous allez rédiger les tâches et les amener. Nous allons essayer de les étudier ensemble. C'est bon. C'est bon. S'il vous plaît, donc, si je comprends bien, c'est avant la séance prochaine qui est prévue pour le dimanche, c'est-à-dire par rapport au cas pratique, nous on va numérer les tâches en fonction de la vaccination, puis on va corriger ça ensemble. Si je comprends bien. Effectivement. D'accord, merci beaucoup, pas de souci. Je vous en prie. Autre question? S'il vous plaît, il y a une partie, je sais pas, à la tâche 6 ou 5, vous avez parlé des consignes. Je prends un exemple, voilà. Vous avez parlé des consignes. En fait, là, c'est la tâche de la sensibilisation, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Maintenant, en fait, les consignes là sont juste des explications concernant la tâche, quoi, en fait. Mais ce ne sont pas des sous-tâches, ce sont des explications concernant la tâche, quoi.
Ah, Mais je d'accord, peux il n'y a pas. pas de souci. Sinon, j'allais me Ouais. dire comment est-ce qu'on allait insérer ça dans le MC projet, tout ça. Non, non, sans D'accord, je des vois. C'est juste des explications. D'accord. C'est bon.